Bonjour, aujourd'hui on retrouve Fred qui va nous parler d'une voiture assez attendue, paraît-il, notamment des familles, nombreuses ou pas, c'est le Dacia Bigster. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous appréciez nos vidéos, un petit like ici en dessous, ou encore mieux, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors Fred, ce Bigster, il adopte un peu les nouveaux codes stylistiques Dacia qu'on a vu il y a 2-3 ans déjà à peu près maintenant. Et c'est quoi? C'est un gros Duster? Oui, alors c'est un Big Duster grosso modo, hein, c'est ça. Et au premier coup d'œil, qu'est-ce qui va permettre de faire la différence? C'est principalement la partie basse ici du bouclier qui est dessinée différemment. C'est massif, hein? Oui, c'est costaud. Ouais. C'est même un peu moins sportif, un peu plus costaud, surtout avec les lignes ici que l'on voit et la façon dont sont dessinées les prises d'air ici pour les rideaux d'air et l'intégration des anti-brouillards. Mais si tu prends juste la partie haute, là, c'est un Duster. Ouais, c'est carré, c'est cubique. Voilà, c'est ça. Ouais. Même preuve, en fait, vous le verrez, mais sur le pare-brise, c'est un pare-brise de Duster, parce qu'il y a la petite icône ici, le fameux Easter eggs. Mais c'est un Duster, c'est pas un Bigster spécifiquement. D'accord. Pour le reste, au niveau du design, il y a 2 ou 3 petits détails qui vont facilement permettre de l'identifier. Ouais. Donc d'abord, on va le voir, c'est la longueur forcément. Hein. C'est un gros bestiau quand même. C'est une belle bête, massif, hein, 4,50 m de long maintenant. Et il y a l'empattement qui est allongé, 5 cm environ, et on a presque 20 cm de plus au niveau du porte-à-faux arrière principalement. C'est ce qui donne un peu sa dimension plus statutaire. On voit qu'il a comme un look bien posé. La garde au sol, légèrement relevée aussi, 1 cm environ par rapport à un Duster. Et puis bon, des petits détails. On sait que sur le Duster, ici, la partie comme ceci est un bel accastillage en plastique avec le nom Duster ici dessus. Le Bigster, non. Là, on a une version Journey. C'est la version haut de gamme. Hein, là, les clients ont le choix entre celle-ci qui est Journey, qui est plus chic, on va dire, ou la version extrême avec les détails comme les rétros cuivrés, etc. Mais de manière générale, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il est légèrement plus haut, 5 cm. On retrouve toujours les fameux rails qui peuvent, en accessoire, être modulables et donc servir de traverse pour poser un attache vélo, ce genre de choses. Comme sur un Duster, on retrouve les poignées qui sont masquées, même si les portes sont différentes, on l'a dit, hein, l'empattement est plus long. Et puis les vrais détails, ça se passe ici, quoi. Donc le dessin de la vitre de custode, le petit détail ici, voilà, sur le Bigster, le nom il est là. Et le gros et la casquette. Là, la casquette. Par contre, les feux semblent être repris tels quels d'un Duster. Et vu de l'arrière, c'est plus difficile de faire la différence, effectivement, parce qu'il n'y a pas de gros marqueurs au niveau du style. C'est la même plateforme. Voilà, c'est exactement la même plateforme. Et j'ai envie de dire, jusqu'ici, en tout cas, la voiture ne change pas techniquement. Même jusqu'à cette partie-ci, c'est vraiment à partir de là qu'il y a 2-3 différences. On s'est dit qu'on avait un SUV, on va prendre un petit chemin de terre alors. Oui, c'est ça. Hein. Donc, la voiture affiche une belle garde au sol. Maintenant, il faut préciser, dans cette version hybride, c'est une simple traction. Il y a effectivement un traction control. Tu peux régler le traction control. Qui peut permettre de gérer les choses. On voit qu'il y a des flaques, etc. Mais sans aucune crainte. Puisque franchement la garde au sol est quand même généreuse, c'est plus de 20 cm, donc il y a de quoi voir venir. On sent que ça absorbe bien, il y a la caillasse, des trous, des bosses, machin, etc. Mais ça ne part pas dans tous les sens. Hein. C'est vraiment une des grandes qualités de la voiture, c'est que j'ai envie de dire le châssis est cohérent. On sent qu'il y a du débattement. Voilà, il y a du débattement, il y a de la garde au sol, mais sans avoir trop de mouvement de caisse. Voilà, je fais exprès ici, on passe dans les... On voit, on bouge pas trop non plus, regarde la voiture est stable. Franchement, on peut se le permettre, on n'est pas à 80 à l'heure sur une route normale. C'est étonnant. Hein. Mais franchement, c'est assez rassurant, ça veut dire que la voiture est confortable aussi, on peut la conduire au long cours, on n'est pas stressé par la conduite. Et en même temps, la caisse est bien maintenue, on le verra tout à l'heure sur une route normale, mais concrètement, les bruits à bord sont... C'est bien maîtrisé, hein, franchement. Regarde, on passe dans l'eau. On n'entend quasi rien. Donc au niveau insonorisation, c'est plutôt très bien fait. Moi, je suis étonné du niveau de confort sur un chemin de terre défoncé comme ça. Ce qui veut dire que les 4 vitesses vont pas vous faire peur, quoi, hein, clairement. Il a le look tout terrain, mais il a aussi des capacités tout chemin avérées. C'est pas un franchisseur, faut pas se mentir, mais sur un chemin de terre comme ça, il se débrouille plutôt bien, je trouve. Je trouvais ça intéressant de tester la voiture dans ces conditions-là. Tout le monde ne va pas le faire, mais elle le permet réellement ici. Le look ne vous ment pas. Vous pouvez réellement sortir des chemins battus. Tu ne sens pas qu'elle souffre, quoi. Exactement. Mais bon, il faut se rendre compte qu'avec une voiture conventionnelle, on passe sa frotte. Hein. Donc,
clairement, la garde au sol, c'est quand même un vrai confort aussi. Maintenant, on va quand même aller le tester dans son biotope naturel. Voilà. Ici, on est sur une route normale. Je le disais, la batterie était presque vide, donc le moteur se met en route. On n'entend pas trop, mais on le remarque parce que le reste du temps, c'est silencieux. Mais la transition est fluide entre le moteur. Alors là, moi j'avais peur parce que j'ai eu l'Austral, j'ai eu l'Arcana, etc. chez Renault qui utilisaient le même système hybride en termes de fonctionnement. Et effectivement. Alors il y a deux choses qui peuvent expliquer cette amélioration. La première, c'est les mises à jour du logiciel de gestion, ça c'est certain. Les voitures, je les avais testées il y a 1 an. Et l'autre, c'est qu'ici, le moteur thermique, c'est un 1800 atmosphérique, donc il est un peu différent. Il est plus gros que dans le reste de la gamme Renault, on va dire. C'est un 1600 en général. C'est ça, en général, c'est un 1600. L'intérêt, c'est qu'il n'est pas très puissant. Donc le moteur thermique en lui-même, c'est 80 kW, donc 105 chevaux, 104, 105 chevaux. Donc c'est pas très puissant. Et le moteur électrique vaut pour 51 kW, donc environ 65 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. La puissance combinée étant de 155 chevaux et 205 Nm. On va me dire, c'est pas énorme. Non, mais ça, c'est cohérent. Dans ces 205 Nm là, il y a surtout du couple électrique qui arrive tout de suite. Qui arrive tout de suite. Et donc au bout du compte, ça roule vraiment comme un diesel, quoi. Et en matière de consommation, maintenant justement, tu parles d'un diesel. Mais... ça, c'est assez impressionnant. Parce que je l'ai testé avec 4 adultes et au total sur autoroute, on était entre 6 litres et 6 litres 2. Donc au 100, donc même chargé, la voiture fait 1520 kg ici, environ en ordre de marche. Donc on était pas loin des 2 tonnes là, et donc 6 litres 2 à 120 sur l'autoroute. Pour une voiture de ce gabarit-là. Et essence. Je veux dire, moi, ma voiture personnelle qui est une berline compacte consomme plus que ça. Donc... et en ville, du coup, parce que là, l'électricité est plus souvent mise à contribution. Alors oui. Ça tire la moyenne vers le bas? Clairement, moi, mes mesures m'ont donné un 5 litres 2 au 100. Pas mal. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire en termes de CO2, etc., il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut bien se mettre d'accord là-dessus. Mais de manière générale, dans la vraie vie, dans une utilisation réelle, la voiture consomme très peu. Et voilà, ici, hop, ça repart, ça repart bien. On n'est pas poussé dans son fauteuil, mais il y a toute la, tu as entendu ici, la gestion se fait de façon beaucoup plus fluide que ce qu'on connaissait d'habitude sur le système hybride Renault. Encore un de ces oui, celui-là est plus récent. Mais c'est la preuve aussi qu'il y a un gros enjeu avec ce véhicule, c'est-à-dire il faut faire mieux aussi que le Duster qui est une vraie star. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai public pour cette voiture. Voilà, c'est le seul moment où on est en montée, c'est un faux plat ici, il n'y a plus vraiment de réserve au niveau électrique. On entend le moteur, mais je veux dire, on ne doit pas augmenter la voix pour se parler, etc. Donc c'est assez sympathique. Et quand tu roules, tu as un bête bouton ici. Tu rappelles là, tout est activé et hop, tu appuies une fois et puis une deuxième fois. Et là, tu es en mode perso. Et alors là, franchement, c'est vraiment génial. Ça, c'est super intelligemment conçu. Tu as encore des commandes physiques ici. Direct pour la clim, là, je vois. Mais tu as aussi des éléments de confort qui sont assez intéressants. Tu as le volant chauffant, les sièges chauffants. Quand tu vas ici, tu as un système de purification de l'air. Donc voilà, tu as des choses quand même sympas. Tu as un éco-monitor. Moi, je trouve ça assez sympathique. Tu te prends vite au jeu. Exactement. Les gens pensent, oui, vous êtes journaliste, vous n'avez pas un point de vue objectif. Mais moi, dans la vie de tous les jours, je trouve ça génial parce que ça va t'inciter chaque fois à être un cran en dessous. Et tu te rends compte aussi. Et à conduire en anticipation. Anticiper, te relever le plié beaucoup plus tôt. Franchement, oui, c'est super sympa. Le moniteur pour la batterie, c'est bête, mais tu as envie de jouer. Mais là tu vois, tu lèves le pied parce que tu es en descente, ça se remplit. C'est bête, mais c'est bien pensé. Et on voit l'autonomie. Là, donc, depuis que j'ai refait le plein, on a fait une bonne centaine de bornes et il annonce encore 690 km d'autonomie. On a un réservoir de 50 litres ici et envisager les 800 bornes, voire 900 sans problème. Reste le comportement routier. Donc, on pourrait se dire, ok, la voiture passe bien dans les chemins de terre, elle bouge un petit peu. Mais clairement, la tenue de route est plutôt très bonne, très saine. Ça filtre bien, les petites irrégularités, on les sent pas trop. C'est ça, donc le volant, tu sens pas grand chose de ce qui se passe au niveau du train avant en termes de motricité, etc. Mais il y a les petites vibrations qu'il faut quand tu as des bosses ou ce genre de choses. Et il a une bonne réponse en termes de lourdeur, entre guillemets. C'est pas hyper léger, tu vois, hop, c'est compliqué de le tourner à un doigt. Donc tu sens ce qui se passe quand tu tournes le volant. Tu dois quand même mettre un peu d'effort, donc tu t'impliques quand même dans la conduite, ce qui est pas plus mal. C'est ça, c'est pas une sportive, on va pas lui demander d'être dynamique non plus, quoi. Voilà, maintenant, hop, voilà.
on est 3 adultes à bord, je mets le pied au plancher, tu vois, ça décoiffe pas, mais ça repart. Voilà. L'installation audio, c'est le petit bémol là-dessus. Bon, moi, mes filles adorent écouter de la musique quand on roule, etc. Et c'est vrai que la qualité est un petit peu moins. Ouais. Rien de rédhibitoire non plus, mais c'est sur ce genre de petits détails-là, par contre, qu'on constate. Il faut bien faire des économies. Il faut faire des économies quelque part. Et puis bon, c'est cohérent. Les gens ne pensent pas à ça, mais en termes d'acoustique, effectivement, c'est des plastiques durs partout, donc le son ne voyage pas de la même manière. Franchement. Et puis là, tu viens de prendre une courbe à droite un peu. Voilà. La voiture, c'est pas avachie non plus. Elle marque un peu la pluie, ce qui est une bonne chose, ce qui est rassurant. Ça te donne une vraie indication sur la vitesse à laquelle tu prends tes virages. Mais en même temps, tu vas pas te retrouver avec un effet bateau, quoi. Donc c'est assez sympa. Je suis étonné du compromis ou de l'équilibre entre confort et comportement. Mais tu vois, tu donnes une petite accélération, déjà on voit que ça repart tout de suite parce que maintenant on a l'aide électrique. Mais la voiture ne se cabre pas, elle va pas plonger quand tu freines. Alors on arrive sur une priorité de droite, je vais forcer un petit peu le freinage et on se rend compte, voilà, hop, il y a un petit mouvement qui t'indique que la voiture elle vit, entre guillemets, elle bouge, mais ça reste là. Donc franchement, très bon compromis, un bon travail là-dessus. Agréablement étonné. C'est très difficile de trouver un défaut cohérent avec l'utilisation qu'on va réellement en faire. Donc en définitive, c'est une voiture de bon père de famille en fait. Oui, c'est ça. Elle est vraiment très facilement abordable et tu n'es pas intimidé par la voiture ou par ses dimensions. Seul petit bémol pour moi, c'est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de version de 7 places. Ah ouais, c'est étonnant ça. Oui, parce que concrètement, tu me diras, chez Dacia, ils ont déjà un modèle 7 places, c'est le Jogger. Ouais. Ça s'adresse aux familles plus dynamiques, qui ont besoin de plus d'espace que dans un Duster, qui reste quand même relativement limité en termes de coffre. 3 enfants, 2 enfants et un chien. Puis, voilà, et donc c'est pour ça que je pense qu'il va vraiment faire un malheur. Surtout cette version hybride qui est à peine au-dessus des 100 grammes de CO2, donc pas de malus. Donc franchement, c'est assez intéressant parce que bon, ça reste une Dacia, donc c'est pas cher. Alors, voilà, à bord, j'espère que tu as fait attention à tes mollets. Oui, j'ai fait attention là, effectivement. C'est par exemple à ce genre de petits détails-là qu'on voit que c'est quand même une voiture qui a été faite avec l'économie en tête. C'est qu'on n'a pas un accastillage qui va jusqu'en dessous, par exemple. Donc on a roulé dans la boue, nous, ici. Il faut faire gaffe, sinon on peut vite se salir le pantalon, quoi. Sinon, un environnement connu. Oui, c'est ça. C'est un Duster, quoi. Beaucoup de plastique dur, mais j'ai envie de dire, dans un Dacia, oui, ça ne choque pas. Ça ne choque pas, et puis surtout, il faut noter une chose, ils sont très bien assemblés. Et tu n'as pas de plastique dur qui sont désagréables au toucher quand tu roules. Donc, c'est-à-dire que le dessin du mobilier de bord est quand même bien conçu. Ça fait costaud, quoi. Franchement, ça fait costaud, ça fait utilisable pour tout, tu vois. C'est les petits trucs, en anglais, ils appellent ça rugged. Tout est bien fait, les poignées sont larges. Tu es à l'aise dans la voiture. 2-3 petits détails, c'est toujours sympa, comme les fameux systèmes U-Clip ici, les accessoires. Bon, les petits rangements nomades. Voilà. Qu'on peut mettre. Il y en a ici pour toi sur le côté, il y en a à l'arrière là. Donc ça, c'est des trucs sympas. C'est bien vu quand même. Franchement, c'est bien vu, c'est pas cher. Et surtout, il faut savoir que les gens le savent peu, mais Dacia a laissé les plans du clip en lui-même en open source, donc on peut, si on a une imprimante 3D par exemple chez soi, pouvoir imprimer son accessoire. Pourquoi pas, sympa. De manière générale, tout est bien pensé, il y a tout l'équipement moderne. Espace de rangement. Oui, petit bémol quand même, c'est que par exemple ici, il y a un petit accessoire qui permet d'avoir le porte-gobelet, mais on ne sait pas mettre une bouteille plus large. Moi j'ai mon mug de café, thermos, il rentre pas dedans, donc quand tu le mets comme ça bouge un petit peu, et les bacs de portière, tu sais pas mettre, même des fois une bouteille d'un demi-litre, c'est compliqué. Quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais sinon oui, des rangements qui sont en suffisance partout, bien pensés. Le petit levier de vitesse qui est quand même mieux là que sur la colonne de direction. Clairement, chez Renault. Oui, parce que chez Renault, en général, on a toujours 50 trucs là. Ici, on en a encore 2 puisqu'on garde le module radio en dessous. Mais ça, c'est bien vu par contre. Franchement, c'est bien et l'utilisation est assez naturelle. Je suis bien assis, les sièges sont, on se sent bien calés. Donc, on est bien mis dans les sièges. Les mousses ne sont pas trop dures ni trop molles, donc on se met bien dedans. Une bonne garde auto, franchement. Une position de conduite qui reste très typée SUV. On n'est pas assis comme dans une sportive, ça c'est certain, mais qui reste très agréable également parce que bon, on peut le constater. C'est peut-être une voiture faite à l'économie, mais l'amplitude des réglages est plutôt bonne. Petit détail, on a des réglages électriques pour certains aspects. Ça, c'est une première chez Dacia. Chez Dacia, c'est une première. Mais par contre, en profondeur, ça reste une bonne vieille
il y a toujours cette notion de compromis derrière. Je veux dire, théoriquement, on n'est pas 50 à rouler dans la voiture, donc tu règles ta voiture une fois, donc c'est vraiment pas dramatique. Ça fait des économies au niveau financier, au niveau poids, donc c'est une bonne chose. Non, mais franchement, le look and feel, comme on dit, il est plutôt positif. Oui, parce que même, je veux dire, c'est valorisant. C'est pas du faux métal aluminium clair qui fait cheap. Au moins, Dacia fait pas semblant, quoi. Exactement. Tu me disais que ce Bigster a une vocation familiale. Ça suppose un peu de place à l'intérieur. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, oui. Donc ici, là, le siège est réglé pour ma position de conduite et on peut voir que j'ai beaucoup de place. Donc généreux, 2 personnes d'1m80. On rappelle que l'empattement est un peu plus long que dans un Duster, environ 5 cm. Donc ça joue. Pas totalement ici. Par contre, bon, économie oblige, il n'y a pas de poignée ici pour faire... il n'y a pas de banquette coulissante. Coulisser la banquette, par exemple. Autre petit détail, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, ça c'est bien, un dossier en 3 parties. Mais si tu veux avoir la couloir centrale, ça veut dire que tu renonces à bloquer les contenus du coffre. Donc ça peut être un petit bémol. Par contre, voilà, petit aspect pratique, c'est sympa, le porte-gobelet. Ça reste quand même bien pensé. La 3e place est étonnamment relativement utilisable. Donc le tunnel de transmission, il n'est pas trop haut. Il n'est pas trop haut, ici clairement, donc on a encore de la place et on pourrait presque se mettre à 3 adultes sans être trop engoncé ici. Oui, pas 3 joueurs de rugby. Voilà, c'est ça, non, mais on a... c'est hybride, hein, le moteur s'est remis en route, vous l'entendez, on n'a plus l'habitude au volant de la voiture. Mais donc on peut regarder, voilà, il y a toujours des poches aumônières, on voit bien que la finition, c'est pas un truc aussi tendu que dans certains modèles, mais... Ça n'a... Sinon, en garde auto et tout, a l'air bien. Franchement, oui, là, je suis au milieu, donc là, c'est le moins bon. Et on peut voir qu'on a encore une bonne dizaine de centimètres. Il y a de la marge. Il y a des poignées ici aussi, ça c'est bête, mais ce sont des petits détails au quotidien qui sont intéressants. C'est pas une punition de voyager à l'arrière. Absolument pas. Absolument pas. Moi, j'ai eu l'occasion de rouler avec des amis, on était 4 adultes dedans, et j'étais le plus petit, et il n'y a personne qui s'est plaint au bout de 100 bornes. Donc, à ce niveau-là, franchement, c'est assez sympathique. Mission familiale accomplie alors. En tout cas, jusqu'au 2e rang, c'est certain. Ok. Alors, il y a de la place à l'arrière. Est-ce qu'il y a de la place pour les bagages cette fois? Alors, ça dépend comment tu voyages, mais a priori, oui. Alors déjà, première chose, on avait découvert ça avec le Duster, mais waouh, c'est motorisé, donc économique. Moderne. Mais c'est pas cheap. Donc déjà, première chose, le coffre est plus profond et le tendelet est réglable sur 2 parties. Ça fait partie des petites choses un peu pratiques. Il y a toujours possibilité d'avoir les accessoires U-Clip ici. Tu as des poignées pour pouvoir rabattre la banquette. Donc ça c'est facile. Et un plancher qui est affleurant, ça c'est pratique. Mais il y a encore des rangements en dessous comme tu vois. Alors chose qui devient de plus en plus rare ici, on a une roue de secours. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Seul bémol, c'est que ça ne permet pas de profiter au maximum de la modularité du coffre, parce que normalement on peut mettre ça sur plusieurs niveaux. Ici, quand tu as la roue de secours, tu l'as pas. Mais par contre, ils ont bien pensé. Donc crochet de remarquage ici, la clé pour desserrer les boulons là. Tout est bien rangé. Tout est bien fait. Le plancher en 2 parties. Donc franchement, une grosse capacité. Donc ici, on est avec la version hybride. Donc on est à 546 litres, 1851 au total. À 2 litres près, c'est la même chose que sur la version 4x4. La version traction mild hybrid, par contre, elle est à 660 litres, puisqu'il n'y a plus rien ici. Il n'y a pas la grosse batterie, exactement. Il n'y a pas la transmission. Mais bon, déjà 540 litres, et tu sens que ça l'est fait, c'est pas mal du tout. Et bon, on peut voir qu'avec la banquette rabattue, plancher plat, c'est très long. On peut même dormir. Si tu veux, en accessoire, tu peux acheter une tente qui ferme le truc. Donc, franchement, c'est bien pensé. C'est une voiture pour voyager ou pour les familles actives avec un chien. Moi, j'ai un labrador, il était content d'être là-dedans. Il peut jouer plus que dans la cour chez moi, donc c'est pas mal. Allez. Donc franchement, au niveau familial, jusqu'au bout du coffre. Tout ce qui manquait au Duster, tu l'as dans le Bigster. Génial. Bon alors Fred, on sait que Dacia se positionne traditionnellement assez bien sur le plan du rapport prix-prestation globale. Est-ce que ici, cette montée en gamme se paye au niveau du prix justement? Bien. Pour une Dacia, on pourrait dire oui, d'une certaine manière, puisque en termes de tarifs, la version de base en essence, c'est 24 000 € environ, et ici on est plutôt à 31 500, quelque chose comme ça. Pour la version hybride. Et, oui, pour la version hybride. Et dans cette finition avec les options ici, on est à 32 800. Donc on pourrait se dire c'est beaucoup, mais en réalité quand on compare aux rares concurrentes directes qui peuvent être éventuellement un C5 Aircross ou un nouveau MG HS, on est minimum 5 000 € plus cher quand c'est pas 10 000. Le MG n'offre pas la version hybride classique ici.
et le Citroën est un petit peu moins bon en termes de prestations. Donc au bout du compte, Dacia reste fidèle à ses valeurs. On a beaucoup de voitures et de bonnes voitures pour un prix qui reste extrêmement raisonnable. Donc une pour le sacrée client particulier. habitabilité, un très grand coffre, Voilà. une technologie hybride qui fonctionne bien, Exactement. pour un prix qui reste plancher, on va dire. Oui, c'est ça, et qui ne se voit pas. Oui. C'est ça le bon côté des nouvelles Dacia, c'est qu'a priori, quand tu regardes la voiture, tu te dis pas c'est un truc pas cher. Ouais, ouais. L'époque de la Logan, c'est fini depuis longtemps. Fini, ouais. Alors ce Dacia Bigster, je comprends qu'il t'a bien plu globalement. Est-ce que tu peux résumer ses principales qualités, je dirais? Alors les principales qualités, c'est d'abord un confort général sur tous les niveaux qui est plutôt de très bonne facture, un équipement qui est très riche et une voiture agréable à conduire et une vraie familiale en même temps sans être trop grand. Okay. Donc, et tout ça pour un prix d'une compacte aujourd'hui de milieu de gamme. Donc clairement un rapport prix-qualité générale imbattable. Okay. Ça c'est vraiment sympa et un système hybride qui fonctionne vraiment bien, quoi. Ok. Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait te faire hésiter? Alors, ce qui pourrait me faire hésiter éventuellement, ben, c'est des petits détails au quotidien. Donc, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, les rangements qui sont pas forcément toujours très pratiques pour quelqu'un qui a une famille, des enfants. Le côté un peu salissant, moi j'aime bien utiliser ma voiture de manière active. On l'a vu, les bas de porte qui ne sont pas bien. Voilà, c'est des petits détails, mais est-ce que c'est vraiment c'est vraiment pour pinailler, quoi. C'est pas rédhibitoire. Absolument pas. Et ce serait vraiment pour justifier que je ne l'achète pas, plutôt que de dire je ne vais pas acheter à cause de ça. Voilà, c'est difficile de lui trouver de vrais défauts. En tout cas. Un bilan final plutôt positif. Très positif et une très bonne surprise parce qu'on attendait tous Dacia au tournant avec un modèle plus haut. Hein, c'est souvent le risque avec les marques qui veulent monter en gamme. Mais ici, il reste cohérent et voilà, bien joué. On attend quand même de voir si la concurrence va s'organiser derrière, quoi. Ok, super, merci Fred. N'oubliez pas, si vous appréciez nos vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous dit à bientôt.